à toutes et à tous. Un très grand merci d'être là ce soir pour cet hommage que l'on souhaite rendre à Stéphane Bouquet dans le cadre du Festival de poésie contemporaine Les Intempestives qui aura lieu jusqu'à dimanche dans le 19e arrondissement. Un très bref mot simplement pour vous dire que dans un premier temps, évidemment, vous allez assister à la projection du film La Traversée, réalisé par Sébastien Lifshitz, et qu'ensuite on aura la chance d'assister à un échange et d'entendre Robert Cantarella, metteur en scène et cinéaste qui a travaillé, a été très proche de Stéphane Bouquet, avec Sébastien Lifshitz et Alessio Baldini, qui est le légataire de l'œuvre de Stéphane Bouquet. On a la chance d'avoir Sébastien Lifshitz, Alessio Baldini et Robert Cantarella pour discuter ensuite et rendre cet hommage à Stéphane Bouquet. Donc encore merci à tous les trois et puis merci à toutes et tous d'être venus. Bonne projection et bonne soirée. Bonsoir. Ça marche ou pas? Ok. On attend juste Robert. Il va arriver, je pense. Robert Cantarella. Content. On s'est déjà fait la bise. Bonsoir. Donc, j'ai découvert que j'animais cette rencontre. Donc, je vais pas. On se connaît bien, mais plutôt que l'animer, on va d'accord. Je vais plutôt emprunter un terme qu'utilisait très souvent Stéphane Bouquet, celui de conversation. Donc, on va plutôt partir sur une conversation à trois. Et je vais quand même te poser tout de suite des questions, puisque c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on commence. Donc, chose très contextuelle, c'est-à-dire la date du film et comment, je vais le dire de manière assez simple, on sait peut-être pas que Stéphane a écrit des scénarios aussi pour toi. Donc, peut-être te poser cette question de comment vous travaillez ensemble, à la fois sur ce film qu'on vient de voir. Pour nous, pour moi, il est particulièrement bouleversant, on peut l'imaginer, mais déjà, pour te poser cette question, comment vous avez travaillé sur ce film et quelles étaient les différentes façons de travailler avec lui? En fait, Stéphane et moi, on s'est un peu improvisé scénariste, on n'avait aucune formation en écriture de scénario. Et ça a commencé tout simplement par une opportunité. Quand j'ai fait mon premier court-métrage, en fait, à la Fémis, j'ai eu la possibilité d'écrire un scénario. Ça a été un moment très particulier de l'école de cinéma à Paris. Je sais pas, ça va, vous m'entendez? Ouais. Et donc, Stéphane faisait des études d'économie du cinéma à l'époque, et moi j'étais dans des études d'histoire de l'art. Et tout d'un coup, donc, j'ai eu cette opportunité de pouvoir écrire un scénario pour l'école, et si on leur proposait que ça leur plaisait, l'école pouvait nous aider à faire un film entièrement, le deal étant de faire un film avec les élèves de l'école. Et avec Stéphane, on s'est complètement improvisé scénariste et on a écrit ensemble, vraiment à quatre mains, un court-métrage de fiction et dans lequel jouait en fait une amie à moi qui s'appelle Valérie Mrégène et que j'ai présenté à Stéphane. On est devenu comme une sorte de bande comme ça petit à petit. Et on faisait beaucoup de choses ensemble, on se parlait de nos travaux respectifs, etc. Et de fil en aiguille, en fait, moi, quand j'ai fait ce court-métrage, j'avais vraiment le sentiment d'être comme une sorte d'intrus dans ce monde du cinéma qui m'échappait complètement et dont je ne maîtrisais pas la grammaire, les usages. Et donc c'était très fragile. Ça l'était, je pense, pour Stéphane et énormément pour moi. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à vendre ce court-métrage en fait à la télévision et avec l'argent que j'ai récupéré, j'ai tout de suite pensé à faire un documentaire. Et donc j'ai fait un documentaire sur Claire Denis et là de nouveau avec Stéphane on a réfléchi sur l'œuvre de Claire à ce moment-là. Elle venait de terminer J'ai pas sommeil
Et donc elle n'avait pas fait encore tous ces films qui ont suivi après, comme Beau Travail et d'autres, mais il y avait quand même déjà le début d'une œuvre, on pourrait dire, et une place particulière dans le cinéma français. Et Stéphane, qui était quelqu'un qui réfléchissait énormément au cinéma, avait déjà une sorte de pensée critique, en fait, critique qu'il est devenu à la fois pour Libération et pour les cahiers du cinéma. Et donc on a commencé à réfléchir donc sur le travail de Claire et à imaginer tout un ensemble de questions, voilà, que je pourrais lui poser pendant le tournage. Et pendant les tournages, Stéphane ne venait pas, en fait. Il me laissait complètement libre. Et pareil, au montage, il venait que vraiment à la toute fin, quand on arrivait en fin de montage et que je lui montrais quelque chose de quasi fini. Et voilà, et de fil en aiguille, comme ça, j'avais toujours l'impression que chaque film serait un peu le dernier, et que c'était presque une place qu'on m'accordait, mais que, d'une certaine manière, que je prenais un peu au forceps, puisque je n'avais rien fait, je n'avais pas fait d'école, je n'avais pas de connaissances de réseau, etc. Donc je savais que la seule façon de pouvoir faire des films, c'était d'y aller justement un peu en force, comme ça. Et d'apprendre aussi à faire des films en faisant tout simplement. Mais ce film-là, ça, les dates, un point biographique, là tu me parles de scénario que vous avez écrit avant ce film-là. Oui. C'est ça. Oui, oui. Combien il y a eu de scénarios avant qu'il a écrit? Il y a eu le ce court-métrage, il y a eu donc le travail sur le documentaire de Claire. Ensuite, il y a eu il y a eu Les Terres Froides. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Arte, il y a eu Les Corps Ouverts, pardon, un moyen-métrage. On a écrit un moyen-métrage qui s'appelle Les Corps Ouverts. Et ce moyen-métrage, en fait, s'est fait remarquer. Et étrangement, Arte m'a appelé dans la foulée et m'a proposé de venir collaborer à des séries de films. En fait, à l'époque, Pierre Chevalier faisait des collections de films sur des thèmes donnés. Et là, la nouvelle collection s'appelait Gauche-Droite, qui était sur la question politique. Et Arnaud Desplechin, en fait, venait il devait faire un film dans cette collection et finalement il y a renoncé parce qu'il était engagé, je crois, sur un autre projet et il ne pouvait pas faire les deux. Et tout d'un coup, il se retrouvait avec une sorte de case vide et ils se sont dit, tiens, à qui on pourrait le proposer? Et ils ont eu l'idée de le proposer à quelqu'un qui était, vraiment au tout début de son parcours. Le film Les Corps Ouverts venait de sortir et s'était fait remarquer. Et donc Pierre m'a appelé en me proposant cette idée de venir participer à la collection. Moi j'étais très surpris, j'avais le sentiment que quelque chose me tombait du ciel. Et à ce moment-là, on avait déjà envisagé avec Stéphane de partir aux États-Unis faire le documentaire. On avait écrit en parallèle un scénario de long métrage qui s'appelle Presque Rien et que je devais tourner à des dates très précises en fait, qui étaient déjà calées. Et on voulait partir juste avant, un peu comme ça, de manière un peu pirate presque, tourner ce film aux États-Unis. Arrive donc la proposition d'Arte, et donc je suis hyper emmerdée, et je dis à Stéphane, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? On avait décidé de partir à la recherche de ton père, etc. Et Stéphane me dit, écoute, si tu me promets qu'après Presque Rien, on part aux États-Unis, on fait le film, accepte. Et donc j'ai enchaîné en fait vraiment 3 films en fait d'affilée, c'est-à-dire Les Terres Froides, Presque Rien et ensuite La Traversée. Ça c'était comme ça, mais ça a été, il y a eu un report en fait. Ce qui d'une certaine manière a nourri, je pense, une sorte d'impatience chez lui et aussi d'angoisse, qui ont nourri le scénario des Terres Froides, qui est vraiment une sorte de version très dramatique d'un rapport d'un fils à son père. En gros, c'est l'histoire d'un jeune maghrébin qui va annoncer en fait à un homme qu'il ne connaît pas et qui vit à Grenoble et qui est le patron d'une sorte de moyenne entreprise. Et ça se passe très mal, en fait. Et c'était vraiment une projection complètement dramatique, en fait, de La Traversée. Stéphane, à ce moment-là, et moi, on était très habités, en fait, par ce documentaire qu'on s'apprêtait à faire. Et quand Arte donc, est venu nous voir et nous a proposé de répondre à ça, la France était en
on était en 98 et il y avait la droite venait de s'associer au FN à ce moment-là. Il y avait des tensions très très fortes en France, notamment autour de la question de l'immigration, etc. Et donc on s'est emparé de ce sujet et on a créé une sorte d'hybridation entre le contexte politique et en fait la traversée à ce moment-là. Justement, on va continuer après, précisément sur le film, puis après vous aurez aussi des questions, mais c'est un point biographique à ce moment-là, toi, Alessio. Il a déjà écrit des livres de poésie, dans la revue de poésie, à ce moment-là. Stéphane Bouquet. En fait, il commence à écrire, il publie son premier livre la même année où paraît La Traversée, comme s'il y avait une sorte de tournant entre l'activité d'écriture au Cahier du cinéma et son virage vers la poésie qu'il a occupé ensuite le reste de sa vie. Et je pense que ce film, au-delà de ce qu'il représente d'un point de vue biographique, a été une sorte ça a détonné une puissance d'écriture chez lui, qui est autre chose de ce qu'il faisait quand il était au Cahier du cinéma. Il a continué à écrire sur le cinéma, évidemment, mais ce film a marqué un tournant, c'est un moment charnière, je crois. Et il est... il le reniait un peu à la fin. Tu te souviens, il disait moi, ce film ne m'intéresse plus, je m'en fiche un peu, comme il avait l'air de faire et de dire souvent quand on s'approchait de lui en lui disant je me souviens de La Traversée, c'est un film qui m'a marqué. Il y avait beaucoup de gens qui lui disaient ça, et lui il repoussait un peu en disant j'ai fait autre chose. Et en fait, rien que d'un point de vue chronologique, ça a marqué quand même un passage important dans son activité d'écriture, et aussi de ce qu'il a pu théoriser après, sur les liens entre poésie et cinéma, par exemple dans Les Écrans, qui est un très beau texte des plus récents. Je te pose la question parce que moi j'ai le souvenir aussi très exact qu'il m'avait dit que ça avait été comme un moment de bascule. Enfin, ça, je me souviens très précisément en disant il y avait ma période cahier, donc il est au Cahier du cinéma, il écrit beaucoup, il a cet appétit pour le cinéma, pour la lecture des signes, puis il a ce film-là. Et c'est vraiment comme le fléau d'une balance, parce qu'après il me dit j'ai commencé à me rendre compte, j'ai découvert la danse, et ça va être un événement physiologique, physique. Il va dire je ne peux plus continuer à critiquer le cinéma. Maintenant, je vais m'occuper d'autres choses. Il va d'ailleurs arrêter même d'avoir des boulots alimentaires. Il le dit, tant pis, je prends le risque, je deviens poète à temps complet. Tant pis, on va voir ce que ça donne. Et il va travailler après, donc pour ceux qui ne le savent pas, il va devenir un dramaturge, il va même danser dans une chorégraphie de Mathilde Monnier. Mais c'est comme si ce film... Écrire pour toi. Comme après, on a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup. Mais ce qu'il y a, ce que j'ai l'impression, alors là, c'est vraiment de la surinterprétation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est en le voyant, moi je redécouvre le film. On s'est connus d'abord tous les deux, et c'est toi qui m'as présenté Stéphane, avec Florence de Giorgetti, donc il y a très longtemps. Bref, en le voyant là, sa beauté, il n'y a pas d'autre mot, sa luminosité, une beauté à tomber. D'ailleurs, j'étais étonné, on ne voulait pas proposer après de faire du cinéma, on a dû lui poser la question, jamais. Bref, je pense pas. Mais en tous les cas, je me dis, c'est non, comme... il a collaboré, ceci dit, il a fait des voix pour quelques documentaires, c'est arrivé, mais pas comme acteur. Mais c'est comme si cette découverte du corps, le cinéma, c'est plus possible, il faut que maintenant m'arrive du réel, et c'est ce qu'il voit dans le corps de la danse, dans le corps de ce qui se passe sur le plateau. Et je me dis, c'est comme si c'était une traversée aussi des apparences, pour filer la métaphore, c'est comme si se voyant jouer, allant chercher son père, il dit, très bien, le cinéma, maintenant, on va arrêter, et je vais arrêter de le critiquer, et je passe à autre chose, je passe soit au corps réel, en direct, celui de la danse, soit à la poésie. C'est une interprétation que j'ai eue pendant le film, en me disant, mais la traversée, pourquoi la traversée? Donc je pose déjà la question, le titre, vous l'avez trouvé avant, pendant, après? Non, avant. Et tu sais, Stéphane, en fait, quand il a été critique, il a aussi observé le monde de la critique. Et je me souviens, c'était nos années de formation aussi. Dans le fond, on apprenait ce qu'on était en train de faire. Et il avait observé que, dans le fond, rester dans un domaine donné trop longtemps, à un moment, devient quelque chose, une sorte de posture pathétique. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui... il voyait certains critiques rester finalement trop longtemps à une certaine place, écrire trop longtemps sur le cinéma avec parfois une certaine amertume ou
avec des ressassements, ça lui faisait horreur d'une certaine manière. Donc l'idée du déplacement, elle était aussi une façon de se protéger et de, je dirais, de ne pas tomber dans ce piège en fait, de toutes les facilités d'une carrière, tu vois, à un endroit donné, un statut donné, tout ça lui faisait un peu horreur en fait. Et il avait quand même, je trouve, un certain courage à, comme tu dis, prendre des risques. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, choisir de se dire, bah tiens, là je vais miser ça, je vais me déplacer, je vais aller là. Et après, évidemment, l'écriture pour lui reste le cœur de tout. Il a toujours désiré écrire, être écrivain. Ça, c'était, je me souviens de son premier roman. Au départ, il ne voulait pas écrire de la poésie. Il voulait vraiment écrire des romans. Il en a écrit 2. Et puis, il les a envoyés, ils ont été refusés. Ça a créé une certaine blessure, mais il a réfléchi à partir de là en considérant que c'était peut-être pas la forme du roman qui était la sienne. Et petit à petit, la question de la poésie est arrivée et s'y est essayé, notamment aussi en traduisant. Oui. La traduction a été une chose très importante aussi pour lui. Et, il te faisait lire systématiquement ce qu'il écrivait à ce moment-là, toi, tu connaissais ça, son activité de poète que tu lisais? De temps en temps, il me faisait vraiment lire vraiment à la fin. Il n'aimait pas faire lire, en tout cas au début. Après, peut-être qu'Alessio a été un vrai partenaire. Peut-être ça, je ne sais pas comment vous avez vécu les moments sur les derniers recueils. Ouais. Oui, j'ai relu quelque chose, pas tout, mais j'ai relu. Ça m'est arrivé. Mais il faisait peu lire pendant. En fait, il faisait lire souvent à la fin, au moment des épreuves, des choses comme ça. C'était quelqu'un. Tant que finalement, d'une certaine manière, l'œuvre n'était pas constituée, elle tenait pas encore, quoi. De toute façon, il fallait aller au bout, quoi. Alors, on revient maintenant sur le film, si tu veux bien, parce que moi j'ai des questions très pragmatiques, parce que j'ai la chance, on en a très peu parlé en fait. Vous avez l'idée du titre et du sujet avant, comment ça se passe après, au moment, quelle est la part de ce que tu sais, il citait très souvent Bazin. Pour lui, quand c'est Bazin, le cinéma a une fonction, c'est d'enregistrer le réel. C'est l'endroit où le réel se passe, le cinéma, pour lui en tout cas, c'est ce qu'il écrit, dans tout ce qu'il a traversé comme passion du cinéma, et c'est un instrument sociologique aussi. C'est un instrument dans lequel il va falloir que ça nous parle d'un monde. Donc, à quel moment vous décidez de la forme, comment vous la décidez, et après, de manière très anecdotique, vous prenez des places d'avion, vous savez comment se passe le montage de ce movie. Si tu veux, la jeunesse du film, en fait, ce qui se passait, c'est que Stéphane et moi, on habitait dans le même quartier, et on sortait beaucoup, et on rentrait le soir à pied. Et un soir, en rentrant à pied, je ne savais pas cette histoire de son père, en fait, il ne l'avait jamais racontée. Et un jour, il me dit, parce que j'avais l'air de toujours poser des questions assez intimes, c'est tout le temps, et de le faire parler, et Stéphane est un peu secret, et tout ça. Donc, et un jour, je lui dis, mais... on parle de ses parents, etc. Et il dit, mais tu sais, mon père n'est pas mon père. Il me parlait en fait de son beau-père. Je savais qu'il avait un père qu'il allait voir à Troyes. Et pour moi, c'était le père de Stéphane, en fait. Il me dit, mais c'est pas mon père. Je dis, ah bon? Et il me raconte l'histoire, en fait. Et il me la raconte, mais vraiment de manière assez détachée. Et ça s'arrête en me disant, ben, voilà, en gros, j'ai un père aux États-Unis, probablement. Vivant ou mort, je ne sais pas. Et je compte, voilà. Et moi, je vis ma vie ici, etc. Et je trouve l'attitude de Stéphane très désinvolte et étonnante, surtout pour un auteur, pour un écrivain, pour qu'il ait la question de la généalogie est quand même importante. Et je trouvais ça... il y a quelque chose là-dedans qui me satisfaisait pas, en fait. Donc j'ai réfléchi, et un soir, en revenant, un autre soir, je lui dis, tu sais, j'ai repensé à cette histoire de ton père que tu m'as racontée, et ça a fait naître un désir en moi. Et je lui ai dit, mais pourquoi on n'irait pas, toi et moi, aux États-Unis, à la recherche de ton père? Comme je savais que pour Stéphane, ça serait un sujet extrêmement angoissant, et que dans le fond, pour lui, la seule chose qui comptait, c'était le travail, je lui dis, et même, on pourrait en faire un film. Et là, il me regarde et je sens qu'il est choqué par ma proposition. C'est quelque chose, vraiment, elle le percute et il ne sait pas quoi me répondre. Et la seule chose qu'il me dit, écoute, je ne peux pas te donner de réponse, donne-moi du temps
il faut que j'y réfléchisse. Et un an après, en fait, on n'a plus jamais parlé. Un an après, vraiment c'était sorti de nulle part, comme ça, un autre soir on marchait, et il me dit, tu te souviens de cette proposition que tu m'as faite, de partir aux États-Unis à la recherche de mon père et d'en faire un film? Et ben je suis d'accord. Voilà. Et ça s'est fait vraiment comme ça, et à partir de là, il a fallu trouver de l'argent pour faire ce film, donc il a fallu écrire un texte, pour pouvoir le soumettre à des commissions, voilà, pour avoir des subventions, etc. Et là, les problèmes ont commencé. Parce que pour Stéphane, c'était une projection. Et donc, ça a généré beaucoup d'angoisse, tout d'un coup, de se projeter dans cette histoire et de la rendre très concrète. Ce que je savais, moi, c'est qu'il y avait une sorte de récit qui s'était construit dans ma tête à partir de ce qu'il m'avait raconté, de toute son enfance, son adolescence, tout ce qu'il raconte dans le film au début. C'était vraiment le point d'entrée de l'histoire. Donc je savais que quand on arriverait aux États-Unis, on n'irait pas tout de suite à l'adresse en fait qu'on avait, mais qu'on irait d'abord à New York, parce que je voulais vraiment filmer le rêve du père. Vraiment tout l'imaginaire qui s'était construit et avec lequel il avait grandi. Donc le film, au départ, est vraiment dans l'imaginaire de Stéphane. Donc c'est New York, c'est mon père est le roi de New York, et je l'imaginais à cet endroit-là, et tout ça. Ensuite, il fallait aller sur le site de Washington, pour savoir s'il était tout simplement vivant ou mort, parce qu'à l'époque, Internet était vraiment dans ses tout débuts, et on n'arrivait pas à avoir les infos. Donc on est allé sur place, on est même allé au Pentagone, et j'ai pas eu le droit de filmer au Pentagone, donc j'ai fait des photos, puis à un moment j'ai dû même m'arrêter de faire des photos. Et quand on a eu la réponse qu'il était vivant, on voit vraiment à l'écran, on sent qu'il est, il est heureux en fait. Il se dit, bon, voilà, il y a une possibilité. Et dans le texte qu'on avait écrit à l'époque pour obtenir de l'argent, Washington, on savait qu'au moins ça, on pouvait le filmer. Et ensuite, en gros, il y avait plusieurs possibilités. Donc tout d'un coup, il y avait hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. S'il est vivant et qu'on le trouve, s'il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Et si on ne trouve rien, que devient le film en fait? Et donc on avait à partir de là imaginé 3 narrations possibles en fait. Le texte qu'il dit au début, tout ce texte-là, ça c'était ce que vous aviez déposé au CNC, c'était déjà écrit. Quand ça commence par comment j'ai rencontré Sébastien, et puis tout le début, tout le texte de la voix off. La voix off, ça a été très compliqué parce que, en fait, une fois après quand on est parti, en fait Stéphane il avait une mission, vraiment, qui était de tenir un journal de bord. Parce que vraiment je lui avais demandé de toutes ses impressions, tout ce qu'il vivait au jour le jour pendant cette recherche. Et le matin, en fait, quand on se retrouvait, il était censé me lire le journal. Et à chaque fois, quand j'allais dans la chambre, il me lisait, très content de lui, des trucs qui n'avaient, mais alors, rien à voir avec ce qu'on était en train de vivre. Il y avait même des trucs sur Paris, il y avait des trucs... c'était... Et je le regardais comme ça, je lui dis, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Comme ça. Et il me regardait comme ça, il me dit, mais quoi je trouve pas ça intéressant. Je lui dis, mais c'est pas la question. Je sais pas, on est en train de faire un film. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et on se bagarrait beaucoup autour de ça. Il résistait comme un fou à mettre des mots en fait sur ce qu'il vivait. C'était vraiment... c'était un enfer. Et là-dessus... Est-ce que la forme du film, vous en parlez au fur et à mesure ou pas? C'est vraiment non. Vous filmes, toi, tu te faisais confiance, tu filmais, vous ne parliez pas de cinéma pendant que vous étiez en train de vivre la situation. Non, je dirais même que Stéphane s'est vraiment laissé être un acteur, presque un vase. Tu vois, vraiment quelqu'un qui se laisse vraiment poser un endroit, mettre un autre endroit comme ça. Il y a des moments, ça l'exaspérait. Il a l'impression d'être choséifié, un petit peu comme ça. Et des moments, au contraire, c'était d'un confort total parce qu'il s'abandonnait complètement et ça l'empêchait de penser à ce qu'il était en train de vivre, en fait. Mais il y a un moment où ça a changé, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où l'enquête commence dans le film, la forme du film change, en fait. Tout d'un coup, on est plus dans des plans séquences, le film est moins découpé. Et
et je suis plus sur ce qui est en train d'arriver. Alors qu'avant, on est vraiment dans la partie fictive, toute cette espèce d'imaginaire que Stéphane avait construit autour de son père. Et Stéphane m'avait demandé d'être devant la caméra avec lui. Ce que j'avais refusé. Je lui avais dit, mais c'est pas mon histoire. Donc il n'y a aucune raison, rien ne justifie que je sois devant la caméra. Il m'a dit, mais je veux que tu sois dans le film. Alors je lui avais dit, et moi vraiment ça m'emmerdait. Hein. J'estimais que c'était son histoire et que, tu vois, je voulais pas m'interposer à l'intérieur de ça. Et lui, il estimait que c'était pas que son histoire. Que c'était aussi quelque chose à la fois de notre amitié, que c'était aussi moi, dans le fond, qui cherchais son père autant que lui. Et donc, du coup, je lui ai proposé ça. Je lui ai dit, écoute, j'aurai un micro sur moi en permanence. Donc, si à un moment tu veux t'adresser à moi, je te répondrai. Et ça sera dans la scène, en fait. Et à partir de l'enquête, en fait, cette espèce cette façon qu'il avait de venir me chercher, comme ça, et vraiment de me ramener dans le film, comme ça. Et à chaque fois, c'est bizarre parce que moi, j'ai joué le jeu, tu vois, j'ai vraiment tenu parole, mais j'avais l'impression que ça venait polluer le film. Tu vois, moi j'étais assez en résistance par rapport à ça. Et c'est au montage, c'est Stéphanie, la monteuse, qui a considéré que le film devait vraiment l'inclure. Que le film, c'était aussi cette relation qu'on avait. La façon dont tu entres dans le film, elle est particulièrement délicate et précise, parce qu'effectivement, le premier sourire qu'il a lorsqu'il apprend qu'il est vivant, ce regard caméra, enfin il y a un témoin, et c'est plus nous, spectateurs, c'est toi, à côté de lui. Il a ce premier sourire, alors qu'on sait très bien que Stéphane avait une partie, moi je l'appelais tout le temps Buster Keaton, parce qu'il avait toujours cette façon d'être impassible, impavide. Quoi qu'il arrive, il avait toujours une manière de ne pas montrer, sauf des éclats de rire quand il ne pouvait plus se retenir. Donc là, ce qui est très, parmi les choses extraordinairement précises et je trouve intelligentes du film, c'est ce décrochage, ce trois quarts, il tourne vers nous la tête, vers la caméra, il sourit légèrement, ça y est, il est en vie, puis après il feuillette. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, donc Sébastien, il est là en même temps. Alors qu'avant, la caméra, pour moi, il y a une caméra. Je ne suis pas inclus avant. Ouais. On est dans son imaginaire, on est vraiment dans cette partie fictive du film. Et où j'ai pas ma place d'une certaine manière, puisque on se connaissait pas à ce moment-là, si tu veux. Donc il n'y a aucune raison que je sois présent. Et c'est vraiment à partir du moment où l'enquête se met en route, et où on cherche, et où il veut le partager en permanence avec moi. Et puis je pense que quand il sourit comme ça, il est à la fois véritablement très heureux pour lui, mais pour nous deux, pour le film, tu vois, il y a quelque chose... On est comme frères à ce moment-là, si tu veux. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que là, il appelle à ce frère. Après, on reviendra sur l'amitié, frère, c'est des termes qui sont très précis dans son œuvre. Communauté, exactement. Et juste avant, encore une question sur la forme du film, parce qu'on a l'impression en plus que vous ventilez les formes du cinéma américain, bien sûr, comme deux enfants, encore une thématique aussi, l'enfance, surtout une femme qui est évidente. Je pense à son écriture. Et ce que je trouve beau, en voyant le film, c'est comme si vous essayiez des types de cinéma américains. Stéphane Bouquet a écrit un livre précisément sur Clint Eastwood, entre autres, et il a une passion vraiment pour, on va dire, un certain cinéma américain, justement, qui rend compte d'une forme de réel, je le dis de manière très ramassée. Et là, c'est comme si vous passiez par des formes de cinéma. C'est-à-dire qu'en disant, et oui, bien sûr, le road movie, qui est la typologie, le topos, mais aussi, on passe un peu par le photomontage, on voit toute l'idée du cinéma indé de l'époque avec New York. C'est comme si vous disiez, et si on faisait notre film américain, nous, tous les deux. C'est pour ça que je t'ai posé la question de savoir jusqu'où il n'a pas du tout assisté au montage, il est arrivé à la fin, à la projection. Tu lui as montré le film terminé. Non, mais il y a une chose dans ce que tu dis qui est vrai, c'est que quand on part aux États-Unis, en fait, Stéphane et moi, on n'est jamais allés là-bas. Et donc, on est vraiment vierge, on pourrait dire, et on découvre quelque chose. Sauf qu'on est rempli à ras-bord de références, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, photographiques. On est tellement nourri de ce que l'Amérique a produit comme art, que forcément, je dirais, le film presque déborde en fait, de ça. Et même quand tu vas aux États-Unis, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois que tu fais un plan,
tu as l'impression que c'est une photographie de Eggleston ou de Stephen Shore ou c'est un plan de tel ou tel film. Tellement ce film a été incarné. Oui, c'était... Moi j'étais assez saisie par rapport à ça et je pense que c'est aussi un hommage parce que j'étais autant pétrie de cinéma que de photographie. Et donc je voulais aussi rendre hommage à toutes ces choses dont j'étais extrêmement nourrie à ce moment-là. Et je pense qu'aussi les États-Unis pour Stéphane, c'est vraiment le territoire du père en fait. Je me souviens qu'il me disait tout le temps, il était obsédé par les films de guerre. Mais même le film le plus naze américain avec 12 000 GI, était mais captif du film comme ça, et parce que c'était vraiment, il me disait, j'ai passé mon adolescence à regarder des films américains en ayant l'espoir peut-être de voir le visage de mon père. Donc je pense que ce territoire, cette langue, c'était vraiment presque une vie américaine qui lui aura été volée d'une certaine façon par l'absence de ce père. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui l'obsédait beaucoup. Toi, Alessio, qu'est-ce que tu peux en dire du film que tu connais, bien sûr, bien entendu? Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ce qu'après tu connais de son travail de poète? Est-ce que tu y vois justement bien sûr des correspondances évidentes? Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, tout d'abord, j'avais noté une phrase qu'il a écrite dans Les Écrans, justement sur le lien entre écriture de la poésie et cinéma. Et il dit « Le cinéma est donc un mouvement comme la poésie. » Et en fait, dans le livre, il développe toute une idée selon laquelle le cinéma, autant que la poésie, différemment, mais comment dire, à différents degrés, mais d'une certaine manière ensemble, enfin, de manière comme conjointe, je dirais, produit un lien. Comme le film, comme le poème doit produire un lien, doit faire communauté. Et en fait, ce qui l'intéresse, au-delà du film, de l'objet biographique que ça représente, le film de Sébastien, le cinéma en tant qu'art est un art du mouvement comme l'est la danse. Et c'est dans ces trois arts qu'il n'a de cesse d'errer un peu, tout en ayant une sorte de préférence pour la poésie, on le sait. Mais c'est quelque chose qui, en fait, ça appartient un peu aux grands artistes, de ne jamais se figer dans une position qui serait la seule et la bonne. Et ça recoupe aussi tout ce qu'il fait aussi en écriture par rapport au brassage entre cinéma, langage cinématographique et poésie. Je pense à Agnès et ses sourires, je pense à Neige Écran, à beaucoup de poèmes où en fait ce qui l'intéresse c'est la puissance du langage du cinéma. Et ce qui fait aussi qu'il n'est jamais fermé sur rien dans ses goûts. Il y a comme une sorte de... il a arrêté d'écrire pour les cahiers du cinéma, donc ça a aussi, je pense que ça l'a aussi libéré dans ses attentes du cinéma et aussi dans ses découvertes. Il avait ses goûts évidemment, il aimait le cinéma muet, mais entre autres, mais je pense que le cinéma a représenté une sorte de moteur, un langage pour lequel à un moment il s'est dit que c'était son langage à lui et qui après s'est révélé autre chose en fait. Ce qu'il dit, alors là j'interviens dans le parce que pour avoir travaillé justement à différents endroits avec lui, à un moment il dit le cinéma, alors déjà pour la biographie, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 livres de lui sur le cinéma, sur Eisenstein et sur Gus Van Sant. Et sur Pasolini. Et sur Pasolini. Alors Pasolini, il écrit sur le cinéma, mais aussi beaucoup sur sa poésie. Je reviens en arrière sur cette question du corps. Il me disait à un moment que dans le cinéma, le corps l'avait fasciné, dans la mesure où justement il pouvait être monté, démonté, donc montré autrement. Et puis tout d'un coup, comme tu le dis, il a l'impression d'être saturé de critiques. Il a vu trop de cinéma. Il en est presque tellement abreuvé qu'il découvre la danse et l'événement du corps au présent qui écrit. Je reprends ta correspondance avec l'écriture, il dit que les corps écrivent en se frôlant, s'attrapant, tombant, en écrivant. Ils écrivent autre chose qu'un sens que ce que moi j'écris sur la page. Et là, moi, je rencontre à ce moment-là, on va au théâtre, juste pour lui, le théâtre, c'est vraiment ce qu'il n'aimait pas du tout. Mais du tout.
théâtre, c'était vraiment là, hein, c'est inintéressant, c'était juste du théâtre, peut-être plus que le théâtre. Il y avait quelque chose, vraiment, ça correspondait à quelque chose qui ne supportait pas. C'était on parle trop fort. Enfin, à l'époque, cela dit, moi je l'ai rappelé, c'était pas le seul. Hein, tout le monde. On trouve que le théâtre, on est mal assis, les gens parlent trop fort, c'est un narcissisme, des gens qui donnent des leçons, bref. Il est très réfractaire à l'art théâtral et il ne trouve pas du tout d'ailleurs de rapprochement et de correspondance entre ce que le cinéma provoque, ce que la poésie lui provoque, ce que la danse lui provoque et le théâtre. On va peu à peu au théâtre et tout d'un coup, je me rappelle très bien qu'il y a eu comme une sorte de déclenchement dans le fait que tout d'un coup il s'est dit ah mais le théâtre pourrait être l'endroit dans lequel, enfin l'art dans lequel le texte s'écrit au présent et on pourrait donc le travailler autrement et notamment la conversation. Et ça va devenir comme une sorte de révélateur. Je le dis précisément parce qu'on est en train de travailler en ce moment une pièce, je dis on parce que je vois qu'il y a un des acteurs, je vous le colloque dans la salle, on répète une pièce qu'on va jouer l'année prochaine, de Stéphane, que j'ai commandé à Stéphane, qui s'appelle 6 ans plus tard, qui va sortir d'ailleurs, je fais un peu de pub chez POL, le mois prochain. Le 7 mai. Le 7 mai, merci. Et le mot de conversation va apparaître. Et tout d'un coup, il va nous servir vraiment comme à la fois une passerelle, à la fois une bouée, c'est-à-dire qu'il s'est dit, il faut que le théâtre, ça soit un lieu de la conversation. Et la conversation avec toutes les sensualités que ça suppose. Et j'ai été particulièrement ému dans votre conversation, au moment où elle devient un mode de transport dans le film, tout d'un coup. Et je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ça qui l'anime, la conversation. Et je me suis dit, il a l'art de la conversation, comme on pouvait le dire peut-être au XVIIIe siècle, de laisser venir, de laisser apparaître les choses, de sourire, de se retenir, de revenir, de jouer de l'art de la conversation, parce que pour lui, c'était vraiment la raison d'être tout simplement de la vie. C'est converser, c'est vivre. C'est la seule preuve qu'il y ait du vivant. Et par rapport à cette question du théâtre dont tu parles, en fait, à un moment, la danse est venue effectivement, remplir beaucoup son intérêt pour une autre forme d'écriture, on pourrait dire. Mais même là, à un moment, ça s'est usé. Il y a eu le sentiment qu'il y a eu un mouvement en fait, dans la danse qui s'est comme épuisé, que certaines esthétiques qui étaient en place finalement ne se réinventaient plus. Et Stéphane, en fait, il s'ennuyait au bout d'un moment. Si les choses devenaient soit un peu complaisantes et où il y avait le sentiment que les gens étaient comme dans une sorte de routine, il se détournait. Et étrangement, j'ai été le premier surpris, parce qu'effectivement, il avait un rapport au théâtre extrêmement distant. Et vous vous êtes rencontrés, et c'est vraiment par ton intermédiaire qu'il a eu une sorte de révélation avec le théâtre. Ça a régénéré quelque chose en lui, et il a voulu vraiment expérimenter des choses. Et il m'en parlait, j'étais extrêmement surpris, parce que vraiment je l'imaginais tout sauf au théâtre. Et il me disait, mais tu sais, en fait, le théâtre est en train de vivre un moment intéressant. Il me dit, parce que du coup, ce que tu as initié lui a donné une sorte de soif. Il allait voir beaucoup de pièces, il était très curieux, il voyait un peu tout ce qui se faisait, et il avait le sentiment que d'un coup, quelque chose s'était déplacé. Et que là où ça se jouait, comme il dit, c'était au théâtre, à ce moment-là. Et du coup, il avait envie de participer, en fait, à ça. Et il était très, très stimulé. Le cinéma, d'une certaine manière, il l'avait mis de côté, après la danse, et tout d'un coup, voilà, le théâtre prenait toute la place, avec évidemment la poésie qui est toujours restée, quoi qu'il arrive, comme un socle, si tu veux. Mais voilà. C'était un abri, une sorte d'espace intouchable. Enfin, c'est autre chose par rapport à tout ce qu'il faisait à côté, parce que aussi, il faut dire que les commandes qu'il recevait de part et d'autre, c'était aussi un moyen pour lui de nourrir factuellement son désir d'écriture, de lui permettre de vivre. Donc il y avait ces deux chantiers qui étaient parallèles en fait, même au moment de la journée, quand il écrivait. Le matin était la poésie et il faisait pas autre chose que de la poésie. L'après-midi, c'était les commandes de cinéma, de théâtre, de texte critique. Et c'était, ça se suivait, mais ça se touchait que à des moments très précis.
en plus, tu vois, je réalise quelque chose, c'est que, par rapport à ce que tu dis, une des premières commandes, pour prendre ton mot, ça a été, il est venu faire un atelier avec moi que je faisais à Montpellier, tu savais, à l'école de Montpellier, et c'était une commande où on disait, il faut qu'il y ait un texte. Et j'avais dit à Stéphane, et si on prenait quelque chose qui vient du cinéma et qu'on traduit en théâtre, et on avait pris Antoine de Rivette, la série de Rivette, parce que comme ça, on parlait beaucoup de Rivette, quelqu'un que j'aime beaucoup, et que donc, on a pris la série, et au départ, je me souviens très bien qu'il a dit, c'est infaisable, je vois pas l'intérêt. La série, on a cherché des entrées, je me rappelais que l'histoire était l'histoire de 2 troupes de théâtre, puisque c'est l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est 2 troupes de théâtre. Et puis petit à petit, il s'est mis à jouer le jeu de se dire, on va faire du théâtre avec ça, le ça étant une matière cinématographique. Et je dirais que j'ai vu son plaisir, son érotisme tout d'un coup apparaître pour le théâtre, alors donc j'avais pas vu la moindre trace avant, par le cinéma. Mais comme s'il disait, d'accord, c'est le cinéma qui nous permet d'aller vers cette forme-là. Et c'est devenu une pièce d'ailleurs qui était éditée, elle s'appelle Monstre, dans Vie commune, mais elle est dans, je ne sais plus dans quel, elle est dans un des recueils. La pièce s'appelle Monstre, dans Vie commune. C'est ça. Bref, Après, il avait un goût pour l'hybridation, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, donc c'était, mais même dans les traductions, et d'ailleurs, certains poètes vers lesquels il allait, l'écriture était presque à la frontière avec une forme parfois de prose pour certains, et il me disait, il m'en parlait, c'est ce qu'il aimait d'une certaine façon, c'était aussi aller se frotter à des limites, et essayer de travailler aussi sur le collage, pour justement trouver des formes un peu singulières. Oui. Et ça, je pense que c'était important pour lui. Dès le premier livre, parce que, par exemple, dans l'année de cet âge, donc, qui est le premier livre qui paraît en 2001 comme le film, il y a des poèmes en vers qui sont ensuite repris dans des notes publiées dans le même livre, mais dans une autre section, et qui amplifie et prolonge les poèmes. En fait, il reprend ce dispositif de la note comme une note de bas de page, mais il en fait autre chose, en fait, comme une sorte de poème en prose critique. Et il le fait aussi dans Tout se tient, dans le dernier livre de poésie qu'il a publié. Il publie un conte, enfin. Et il a toujours pensé, ça recoupe un peu son indécision par rapport au langage qu'il aurait choisi pour son propre art, de ne jamais clore la poésie à un genre d'expression tel que, je ne sais pas, le vers ou la prose, enfin. Il songeait à un livre, et il l'a fait aussi jusqu'au dernier jour, où se réunirait prose, donc critique, vers et traduction, et aussi théâtre, et il a fait. Et il songeait à un livre unique. Et je crois que... Ouais, mais en fait, tu vois, tu me fais aussi encore penser à quelque chose à cause de son amour pour l'Amérique, c'est le sans limite, au sens de ne pas créer de frontières ou de limites aux gens, juste avoir de l'espace, en fait. Parce que tu vois, en pensant à Stéphane, malheureusement, que ne peut pas voir aujourd'hui, mais c'est que c'est cette sorte d'appel à l'espace. Parce que de la traduction, je vais dire autrement, en fait, parce que je pense à haute voix, mais c'est que là, on prépare aussi un film, je sais pas ce que je vois qu'il y a Marianne aussi, qui est Marianne de Nico. On prépare un film qu'a écrit Stéphane. Donc, la relation qu'il a quand moi il me donne le scénario, qu'on prépare, la pièce de théâtre, comment c'est pour côté, ou la traduction, parce qu'il est bien de traduire une pièce de Brecht. Pourtant, Dieu sait si Brecht, c'était pas son truc, comme on dit, mais pourtant il a traduit. Il y a la même manière de ne pas créer de limite ou de cerne. Tu vois, c'est-à-dire tout est ouvert, tout est disponible à partir du moment où le désir, la fraternité, l'amitié circule, ça doit circuler. Ça revient à ce que tu dis à propos de la libération, c'est qu'il y a une sorte de capacité à espacer une trouvaille, à donner de l'air à tout ce qui apparaît, qui moi je n'ai pas l'équivalent. J'ai travaillé pourtant avec des auteurs, on peut dire Vinavert, Alain sans passant par Noël Renaud. Il y a à chaque fois l'idée qu'à un moment il faut arrêter, il y a une frontière, il y a un endroit où ça devrait s'arrêter. Il ne faut pas. C'est ce qu'il dit à un moment qu'il n'a pas. Il n'y a pas de morale. Hein. Si la morale pouvait être un endroit dans lequel on peut arrêter, non. De toute façon, c'est parce qu'on va espacer une idée qu'on va retrouver une ligne de fuite.
D'où cette chose incroyable que moi j'ai jamais vécu avec qui que ce soit, qui est que tout est possible. Toute forme de travail, à partir du moment où on se met au travail, c'est possible. Il n'y a pas un préjugé, il n'y a pas un a priori, c'est possible. J'ai même le texte de Brecht qui me dit Brecht, Arthur Ovide, Kleist, puisqu'on a traduit de Poissonbourg. À partir du moment où on dit on va y travailler, c'est le travail qui va justifier le cheminement. Donc ça, c'est une chose très très rare, et je trouve qu'en voyant le film, la manière dont vous avez réussi à errer les noms du Père, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est que vraiment, ça erre de partout, et ça cherche pas justement de limite. Et quand il le trouve, ce plan incroyable qui de ne pas venir à la caméra, on a dû bien sûr le dire plein de fois, mais le fait de s'éloigner au plus loin, au plus loin, au plus loin, et d'aller se mettre juste sur ce bord de route pour digérer sa peine, puis de revenir vers nous et d'avoir quand même un sourire. On s'attend à le voir pleurer, pas du tout. Il continue encore à dire non. Il y a encore une ligne de fuite à côté. Et ça va. Parce qu'il savait que je tournais, donc je pense que c'est un moment qu'il a voulu garder pour lui, et ce que je comprends tellement. Mais on a quand même continué à le regarder, nous, tu vois, dans cette espèce d'abandon d'une certaine façon. Ce qui a été très dur, en fait, après le film, c'est que, je me souviens, Stéphane avait fait une interview au moment où le film était sorti, et je crois que le critique lui avait posé une question, et maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose? Et il avait répondu, oui, ça a mis une pierre à côté du vide. C'est-à-dire que ce sentiment du comble et de la réparation était impossible. Et il le savait. C'est-à-dire que le film, en aucune manière, n'a pu réparer les 30 ans et plus d'absence et de tout ce qu'il avait pu imaginer, construire autour de cette figure du père. Et que même quand on retrouve cet homme qui lui était si important symboliquement, et de lui dire je suis ton fils, même ce moment-là, en aucune manière, ne peut réparer quoi que ce soit. Et c'est ça, je dirais, la cruauté aussi, pour moi, de cette aventure. Si tu veux. C'est que moi, j'avais cet espoir que ça répare. Tu vois, j'avais cette naïveté. Ouais. Et lui ne l'avait pas. Je pense qu'il était assez lucide, et plus lucide que moi, quand même, par rapport à ça. Et ouais. J'avais un élan romantique, presque, si tu veux. Tu vois, et je pense que Stéphane était plus lucide. Il a quand même espéré, si tu veux, que ça puisse réparer quelque chose dans son histoire personnelle, familiale. Mais c'était presque impossible, en fait. Et d'ailleurs, les liens avec cet homme qu'il a retrouvé là-bas, à un moment, se sont arrêtés une deuxième fois, à peu près 2 ans après le film. Il y a eu quelques échanges de lettres, et puis en fait, après son père s'est tué, comme ça. Et là, ça a été une sorte de deuxième abandon, si tu veux. Et ça a été, je pense, une blessure supplémentaire. Tu vois. Donc, et souvent, j'ai parlé avec des gens qui ont eu des histoires comme ça, qui sont des enfants qui ont été abandonnés, qui après ont retrouvé, ont essayé, comme ça. Et c'est souvent compliqué et très douloureux. En fait. C'est pour ça que je pense qu'il avait un rapport ambivalent aussi au film, si tu veux. C'est qu'il a été sur le moment heureux du film, heureux de sa sortie, heureux de le montrer à sa mère. Il a montré à sa mère quand même, parce que malgré ce qu'il dit dans le film. Il l'a montré à sa mère. Quand le film a été terminé, et je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu le montres ou pas? Il me dit, oui, je suis obligé, maintenant le film va sortir, de toute façon, elle ira le voir, donc mieux vaut lui montrer, seule, qu'elle ait au moins la possibilité de le voir, seule dans une salle. Donc on lui a organisé une projection, ils s'y sont allés tous les deux, je les ai accompagnés, je me souviens, et je les ai récupérés après, à la fin, et c'était, voilà, ça a été un moment très, très, il était très angoissé à l'idée de le montrer, évidemment, sa mère était bouleversée, et ça a été aussi un moment important aussi, je pense, dans son histoire aussi familiale, tu vois. Comme il le dit vraiment clairement dans le film, il le faisait aussi pour elle. Donc, ce film. D'accord. D'ailleurs, si vous avez des questions, mais c'est sans doute encore une fois une parenthèse, bien sûr, pas une parenthèse, une conversation.
c'est qu'il en parlait très très peu. La seule chose qu'il m'a dit un jour, moi, c'est qu'il m'a dit si j'ai cet appel aux frères, en tout cas au plaisir du mot frère, peut-être un jour il m'a dit c'est parce que j'ai pas digéré, il avait trouvé quelque chose de beaucoup plus précis et plus intelligent, et comme si le mot de père était banni. Voilà, comme le père n'était pas là, le frère permettait justement, et ça lui permettait de dire j'ai tant de frères grâce à ça. Et peut-être que je ne savais pas qu'il avait plus de relation avec son père après. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, une main qui s'est levée. J'ai un souvenir, en tout cas, d'une chose qui m'est revenue. Je me souviens que le premier titre, et c'est Stéphane qui l'avait trouvé du film, c'était un titre très lyrique, qui était « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» Finalement, on a considéré que c'était peut-être un petit peu trop excessif. Pardon. Bonsoir. Alors, moi, peut-être deux, trois remarques et une question. Alors, la remarque, moi, je suis totalement, mais vraiment éblouie par ce film inouï et extrêmement émouvant. D'autant que, par parenthèse, personnellement, je le vois comme un ami, d'autres personnes doivent le connaître aussi, donc c'est quand même, on voit quelqu'un qu'on connaît, et en plus il n'est plus là. Donc ça redouble là, les modalités d'émotion de visionnage du film. Je referme ma parenthèse. Inouï parce que c'est un film qui se fait ce faisant, comme une aventure en acte, et qui, à mon avis, redistribue en permanence ses points de vue. Un exemple serait que on redistribue la question de son public. Est-ce que je vais le montrer au père? Est-ce que je vais le montrer à la mère? Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Quel est le sens de ce film? Quelle en est la vertu? Donc ça bouge tout le temps. Moi, je vois un film, je vois une sorte vraiment de Mikado, et ça, c'est assez exceptionnel, parce que ça nous met dans un état de suspense esthétique, spéculatif, émotionnel, très très fort. La seconde remarque, c'est, vous parlez d'une fracture ou d'une discontinuité entre un Stéphane critique de cinéma et ensuite le film après poète. N'oublions pas, ce film est un film, bien entendu, mais toute la dimension, j'oserais dire, livresque, c'est-à-dire le nombre de phrases que prononce Stéphane dans des registres différents qui sont celui de la conversation avec vous, avec sa mère au téléphone, je pense que c'est sa mère, avec la fille ou le type qui loue la voiture. Enfin, il y a différents registres, dont ceux de l'oralité et même de la spontanéité, mais il y a cette voix off. Et cette voix off, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'elle dit d'une exactitude, d'un point de lucidité, je dirais, chirurgicale, psychologique, de ce père perdu et le demi-frère et le frère, enfin, d'un point de lucidité qui, pour moi, est celui de la poésie. C'est-à-dire de précision, au chalumeau de ce qui se passe et qui est mis en phrase. Alors, bien sûr, on ne parle pas des petites fleurettes, même si à mon avis, il parle de la nature en disant l'Amérique c'est affreux, et la nature qui me relie, et là on entend Thoreau, on entend les poètes américains. Et je vais dire que pour moi, ce livre, ce film, est un vaste poème, et que cette voix off est un vaste poème d'intelligence brute. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, la question, et j'arrête, je vous dis, on me connaît, et certains me connaissent, et la dernière chose, c'est que, alors là, je m'inscris peut-être en faute quand vous dites qu'il n'y a pas réparation. Je ne sais pas si c'est la question de la réparation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une opération, une opérativité qui se serait jouée là, à savoir que la rencontre du père, je ne suis pas analyste, mais l'autorise. C'est-à-dire qu'il se sent alors il écrivait au cahier, etc., comme critique, et tout d'un coup, il s'institue poète. Et est-ce que cette institution de lui-même par lui-même est rendue possible parce qu'il y a l'autorisation, sinon du père, mais de la rencontre, et donc de cette pierre à côté du vide? Est-ce que ça n'auto, pas une réparation, mais une autorisation? En tout cas, quand je vous dis qu'il n'y a pas eu de réparation, c'est quelque chose qu'il disait lui-même. C'est-à-dire que, là je le reprends mot pour mot, mais je pense que, et quand je dis c'est aussi une réparation dans son histoire personnelle, si vous voulez. Après, est-ce que le film, comme l'a dit Alessio, le film a produit quelque chose sur lui par rapport à l'écriture, et notamment par rapport à la poésie? Ça a été une expérience, je pense, assez essentielle, probablement dans sa vie. Je ne peux pas répondre à sa place par rapport à ça. Et puis, je ne veux pas le faire.
mais une chose est sûre, si vous voulez, c'est que c'est aussi, d'abord avant tout, une aventure humaine quand même. Et le film a été une béquille, parce que sans le film, je ne suis pas sûre, il me l'a dit, il ne se sentait pas capable d'y aller seul, et il ne se sentait pas capable, je pense qu'il n'y avait pas comme un objet, presque quelque chose qui lui permettait comme de détourner en partie ce qu'il était en train de faire, et comme de distraire un petit peu son angoisse en permanence en allant à la recherche de cet homme et dont on ne savait même pas s'il était vivant déjà. Donc, et ensuite, une fois qu'on a su qu'il était vivant, c'est qui est cet homme? Et là, il ne faisait que projeter le pire en permanence. Je me souviens que dans nos conversations, quand on était sur la route, il me disait « et s'il est ça, et s'il est ça, et s'il est ça ?» C'était toujours des espèces de portraits apocalyptiques. Et c'était toujours, voilà, le pire était envisagé. Je me souviens qu'à un moment, vous voyez, on s'arrête devant une sorte de mobile-home, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, et il rentre, et on croit que c'est là. Il voit la baraque, il y a un drapeau américain, et là, c'est le cauchemar pour lui. Donc là, il imagine vraiment un redneck, il imagine vraiment le pire, et il est vraiment décomposé. Quand il est, je le vois dans sa manière, il a la tête un peu baissée comme ça, il est vraiment en peine, si vous voulez. Bon. Et je dirais que la beauté de votre film, c'est que quand, juste pour finir, mais tous les visages qu'on voit de messieurs d'un certain âge, quand vous les filmez, après une de ces phrases en disant mon visage, le sien, on a à chaque fois, personnellement, dit ah c'est le père, comme si votre film produisait cette magie de dévoilement possible du visage du père, et puis c'est jamais lui, et regardez là, quand on voit déjà, oui c'est lui, c'est le même nez, il y a cet effet du film qui est vraiment magnifique. Merci. Alessio, tu veux dire quelque chose, non? Oui, moi, en tout cas, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de coupure entre les langages, justement, mais ce qu'il assumait tout le temps. Enfin, moi, quand je dis plutôt, quand je parle du film comme une sorte de charnière, de moment charnière, ce n'est pas le passage d'un art à l'autre, mais c'est une sorte il assume une position à partir de ce film et il prend un choix à partir de ce film tout en réemployant tout ce qu'il a fait auparavant, tout en faisant avec ce qu'il a fait auparavant. Et je pense aussi, et j'en avais peut-être parlé à Robert à une autre occasion, moi j'ai souvent pensé, mais c'est tout à fait, c'est une supposition, on n'en a jamais parlé, c'est pas les mots dans ces termes, et j'ai souvent pensé à ce film comme une sorte de tombeau poétique. Dans la tradition justement des poèmes qu'on écrivait pour faire le deuil de la bien-aimée, dans la tradition. Et je pense que le cinéma a été un moyen pour Stéphane de jouer le côté élégiaque de sa poésie, d'autant qu'il reprend l'écriture cinématographique du film dans un livre de deuil, le deuil de sa sœur, Agnès, le deuxième prénom de Cécile, donc sa sœur, qui est morte en 2016. Et il écrit un long poème en prose, en suivant le calibrage, disons, la structure de l'écriture d'un film. Et là encore, il n'y a pas de rupture. Tout est... en fait, qui connaissait pas ça, c'est aussi que il n'y a pas de... c'est pas un état-être de la possibilité, je pense. C'est quelqu'un pour qui, dès qu'on s'y met, tout est possible. Et c'est pour ça aussi, quand tu lui demandais de participer à des projets avec toi, etc., la réponse était, même s'il réfléchissait, la réponse était toujours oui. C'est un oui sec, mais c'était un oui. Et je pense que c'est toujours, justement, c'est toujours lui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous avez faim, non? Bon, moi, c'est pas une question, mais c'est... Si. 1, 2, 3. Tiens, merci. C'est pas une question, c'est une remarque à la suite de ce qui a été dit sur le visage, la façon dont tu filmes le visage de Stéphane. D'abord, effectivement, je trouve extraordinaire, mais c'est comme si tu
cherchait, si nous cherchions avec l'autre, et cette manière d'entrer jusqu'à ce plan très proche dans ses yeux, d'ailleurs il dit précisément que la seule chose qu'il peut reconnaître chez lui, de lui-même, c'est la couleur de ses yeux, que tu nous as donné dès le début comme un événement tellement ils sont cristallins, et tu dis c'est par ses yeux qu'il va reconnaître son père, et que c'est le visage que l'on ne verra jamais de près, on verra toujours de loin, et c'est ce visage permanent de Stéphane dont on sait qu'il est la trace du visage du père. Je trouve que ça c'est admirable ton travail. Alors là c'est ton travail à toi, la façon dont tu le scrutes et dont tu attends vraiment qu'on se dit il va apparaître ce père. À un moment on va le voir et on va voir qu'ils ont le même front, les mêmes trucs, les mêmes yeux. C'est pas possible et que sans cesse c'est le visage de Stéphane sous tous les angles, sous toutes les sculptures, sous toutes les lumières qui nous dit non, c'est le visage du fils suffit. Ça imprime, c'est le père n'est pas. C'est vraiment presque une leçon de tenue. Lui-même, parce que je dis ça parce que dans un de ses entretiens, il parle beaucoup de l'image du Christ, en disant la fameuse image où il n'y aurait pas eu d'intervention humaine, l'image arrivée toute seule. Il dit que pour lui, c'est ça le cinéma. Il donne cette analogie. En voyant ça, ce visage du fils, je me suis dit, ah mais bien sûr, mais le père, il ne faut surtout jamais le voir, il faut le fantasmer. C'est rien de mieux qu'un père fantasmé. Vraiment plus de questions là, plus rien. C'est bon. Peut-être que ce que je pourrais peut-être dire, c'est que techniquement parlant, en tout cas pour parler du film, en fait j'avais choisi de partir avec une caméra 16 mm et je voulais absolument filmer en scope, mais du vrai scope. Ce qui à l'époque ne se faisait pas, il n'y avait pas de caméra qui permettait de faire ce qu'on appelle une image anamorphosée. Et, sauf qu'il y avait un type un peu dingue à Paris qui s'appelait Tronchet, qui avait inventé un système qui s'appelait le système Tronchet. Et, et je suis allé voir ce type et qui me sort une espèce de bazooka. Il me dit oui, ce système est génial, vraiment ça fait du scope avec une caméra 16, etc. Bon. Et je me souviens, on fait des essais à Paris, on loue une bagnole. Stéphane, ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphane n'avait pas conduit depuis des années. Donc Stéphane reprend des cours de conduite, nanana. Il s'est jamais mis après. Ouais. Et on fait des essais donc avec cette caméra. Et la caméra, si tu veux, c'était une caméra Harry 16, tu vois, comme ça. Et il y avait une espèce, mais vraiment de bazooka. Comme ça, il faut imaginer quand même un truc comme ça, en fait. Parce que tu avais en fait ce qu'on appelle un hypergonard sur lequel tu mettais des focales en fait sphériques en fait, dessus. Et ça faisait donc véritablement une image scope. Donc tu imagines, nous, et on trimballait la pellicule avec Tu l'as emmené, vous avez pris ça? Mais oui, parce qu'en fait, on était en film à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Donc on trimballait la péloche avec nous, ce qui fait que je devais en permanence être très économe, parce que en gros de te dire, est-ce que ça je peux le filmer, est-ce que ça je peux pas le filmer, parce que si je filme ça, peut-être que c'est prendre le risque de ne plus avoir de péloche, tu vois. Alors on avait des relais ponctuellement, où on pouvait récupérer un peu de pellicule, mais ça mettait du temps à arriver, donc c'était assez complexe techniquement parlant. Ouais. On envoyait la pellicule à Paris par DHL, donc il y avait une angoisse absolue que tout d'un coup, parce que tu sais, un documentaire, on ne refait pas. Tu filmes, c'est une fois et pas deux. Donc on était très angoissés le temps que la pellicule arrive à Paris, soit développée, qu'il n'y ait pas eu de problème, etc. Et donc techniquement parlant, on avait nos sacs, nos valises, le matos technique, plus la péloche. C'était toute une espèce d'équipé assez complexe pour pouvoir faire ça en fait. Vous étiez que deux? Non, il y avait un chef opérateur, un assistant, moi, un ingénieur du son et Stéphane, on est cinq. Et donc c'était lourd en fait, si tu veux, techniquement de tourner en argentique, dans un procédé scope très risqué, puisque vraiment c'était un peu le professeur Tournesol, tu vois, il me dit, en gros, vous allez avoir une très belle image scope, plus non plus. Mais dans les coins de la voiture, comment tu faisais avec ton bazooka là, quand t'es collé à lui? Ah bah c'était un enfer, c'est-à-dire que tu avais la caméra un peu comme ça, donc elle était énormément sortie, on ouvrait les fenêtres à fond, donc non, c'était pas simple en fait. Donc il y avait même, mais je pense qu'il y avait une forme d'inconscience de notre part, on ne se rendait pas complètement compte, mais c'est ce qui a permis qu'on fasse ces choix-là que je ne regrette pas du tout, mais
c'était un peu inadapté d'une certaine manière, si tu veux. C'était pas très léger. Voilà. Mais bon, en même temps, ce qui a été pour moi passionnant, c'est que du coup, ça m'a imposé en permanence de penser plan et nécessité. Qu'est-ce qu'on filme? Pourquoi on le filme? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui fait récit? Qu'est-ce qui semble anecdotique et pas nécessaire à ce qui est en train de se passer? J'étais en permanence d'anticiper tout, en fait. Et j'étais déjà dans l'écriture en permanence, en fait, du film, au fur et à mesure des plans qu'on tournait. Parce que, voilà, j'avais cette limite, en fait, de pellicule avec nous. Merci. S'il n'y a pas de questions, très bien. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup encore à tous les trois pour cette belle conversation. Robert, Sébastien et Alessio. Peut-être juste un tout petit mot pour préciser, Alessio, que vous organisez une soirée le 30 avril au bal. Il y aura justement une lecture inédite. Oui, alors j'organise avec Robert la lecture de la pièce du livre qui va paraître chez POL le 7 mai. Nous organisons une soirée au bal, dans le 18e, impasse de la Défense, à 19h, le 30 avril. Il y aura donc une lecture par Martin Rueff et Marielle Massé d'un extrait du texte, et la mise en scène d'un autre extrait par deux grands acteurs de Robert, dont un est dans la salle, Jean-Luc Pollock, et Johanna Altes. Voilà, on vous attend. Et aussi juste vous dire que vous pourrez retrouver certains livres de Stéphane Bouquet en vente à la sortie de la salle, dont certains qui ont été évoqués justement pendant la discussion. Merci encore à toutes et tous d'être venus ce soir pour cet hommage à Stéphane Bouquet. Merci encore à tous les trois.